Bonjour à tous, nous allons parler aujourd'hui d'Ukraine, de Yiddish et d'un nouveau film qui nous réunit aujourd'hui, Shtetl, un film tourné en Yiddish et en Ukraine qui raconte la dernière journée avant disparition d'un shtetl, d'un village juif d'avant-guerre. Alors, c'est un film qui a été sélectionné par le Festival Diasporama, avec lequel Academ a un partenariat, qui va bientôt être présenté aux États-Unis. On va parler de ce film et puis de son contexte et de tout ce qu'il raconte avec nos invités du jour, Adi Walter, le réalisateur du film Shtetl, Thomas Chopard, historien, spécialiste de l'Ukraine et des Juifs d'Europe orientale, et puis avec Tal Hever-Shibowski, le directeur de la Maison de la Culture Yiddish à Paris. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus pour nous parler alors de ce que raconte ce film. Alors, un jeune homme qui revient dans son shtetl après en être parti pour venir enlever la jeune femme qu'il aime. Ze vragen automatisch naar mensen zo geleefd door hier. We vliegen ze aan ort in wal. En dan doen ze naar fire. Azutina curverte. En azuki kent redden ze God. Зайдемо в село, за дороги не буде. Я маю їх побачити. Поговорити з ним. Останнє. Mendele! Mendele! Bist gekommen von was? Gaan we niet te weg in de jongeren? Ze had gassen in 4 nodig. Het is te spät voor die, Mendele. Qu'est-ce que vous avez voulu montrer dans ce film? Alors, moi j'ai eu j'allais dire, une histoire compliquée avec les films qui traitaient de la Shoah en général. Je vais pas rentrer dans ce débat-là parce que ça serait effectivement extrêmement long et puis surtout très personnel. Mais j'ai, à partir de ce problème que j'avais, entre guillemets, je me suis posé une question qui était en fait comment parler de la Shoah sans véritablement la montrer. Donc, de là, je me suis dit, peut-être que l'idée, c'est de raconter les 24 dernières heures d'un village et de ses habitants, sur une frontière qui est celle qui sépare en fait l'URSS en l'occurrence là de la République soviétique d'Ukraine donc la Galicie qui était aussi auparavant la Pologne. Donc là je vais laisser après notre ami historien intervenir, mais enfin voilà. Et pourquoi? Parce qu'effectivement, les gens qui vivaient dans ces villages frontaliers n'avaient pas idée de ce qui allait, entre guillemets, leur tomber dessus. Parce que là, en fait, on est en 1941. Voilà. On est à la veille de l'avancée des Allemands, en fait, de l'invasion de l'Union soviétique par les troupes allemandes, l'opération Barbarossa. Voilà. Et là, on est côté soviétique. Voilà, donc le film se passe effectivement 24 heures avant l'attaque surprise en fait de l'Allemagne nazie, donc qui s'appelle l'opération Barbarossa, et les tensions qui traversent le Shtetl, donc ce petit village juif à l'ouest de l'Ukraine, enfin de cette République soviétique d'Ukraine. Les frontières sont très mouvantes, donc je suis très prudent, mais ils sont traversés par toutes sortes de tensions politiques, historiques. C'est sûr que à ce moment-là, c'est extrêmement tendu, mais ils sont aussi préoccupés tout simplement par l'occupation soviétique qui a rebattu les cartes et bouleversé l'économie et la vie des shtetl. Alors, Thomas Choparia, dans ce qui est montré dans ce film, c'est ce qui va se passer au moment de l'opération Barbarossa que vous évoquiez. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé? Donc, peut-être récapituler un tout petit peu d'abord comment il se fait que jusqu'à ce moment-là il n'y ait pas eu de guerre avec l'URSS, et puis ce qui s'est passé exactement quand l'Allemagne a attaqué l'Union soviétique pour les Juifs de cet espace. Pour récapituler vraiment très rapidement, effectivement, en 1939 est signé le pacte germano-soviétique
qui démantèle la Pologne, et donc toute cette partie qui est aujourd'hui située toujours en Ukraine, l'Ukraine occidentale, est annexée à la République socialiste soviétique d'Ukraine. Donc pendant 2 ans, il y a ce phénomène de soviétisation accélérée, qui est vraiment très bien montré dans le film, avec un chamboulement politique, social et économique à tout point de vue, mais donc une soviétisation malgré tout assez superficielle, et qui passe d'ailleurs, y compris en territoire soviétique, déjà par des premières formes de violence, des déportations assez massives des anciennes élites locales, notamment des déportations aussi des populations juives, notamment polonaises, et réfugiées en Union soviétique, qui sont aussi déportées assez largement vers l'univers du goulag. Alors attendez, des populations juives réfugiées en Union soviétique, c'est-à-dire qu'elles étaient parties de l'Ouest. Près de 300 000 juifs polonais originaires des zones du gouvernement général contrôlé donc par les Allemands fuient l'avancée de l'armée allemande pour des raisons assez évidentes. Se retrouvent en territoire soviétique, mais sont tout de même suspectes aux yeux des autorités soviétiques, puisqu'elles refusent notamment de prendre la citoyenneté locale, donc sont déportées comme réfugiés vers l'univers du goulag. Ce qui fait qu'à la veille d'ailleurs du déclenchement de l'opération Barbarossa, au total, c'est près de 150 000 juifs qui sont déportés au goulag, et qui vont être paradoxalement sauvés par ces déportations staliniennes extrêmement brutales, malgré tout. Déjà avant l'entrée en guerre, mais évidemment, si je puis dire, la violence se déchaîne surtout à partir du 22 juin 1941 et de l'invasion allemande, où là, effectivement, surtout en Ukraine occidentale, on voit bien que le déchaînement de violence est immédiat. C'est-à-dire, dès la fin juin 1941, on est déjà sur des politiques de massacres de masse, de déportations assez massives déjà de populations juives, et déjà à la fin de l'été, la Shoah, ce qu'on appelle parfois la Shoah par balle, ces fusillades massives, se multiplient à travers le territoire ukrainien, surtout qui est vraiment, par bien des aspects, le laboratoire de ces politiques génocidaires. Quand les Allemands entrent dans ces territoires, commence ce qu'on appelle parfois, comme vous l'avez dit, la Shoah par balle, c'est-à-dire le génocide un petit peu, comment est-ce qu'on pourrait dire, improvisé. Vaste débat historiographique, mais un génocide en partie improvisé par les acteurs sur place, qui ne savent pas immédiatement comment ils vont gérer les impératifs généraux qu'on leur donne. Et notamment, l'impératif principal qu'ils ont à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle l'ordre des commissaires, notamment, qui est donc de pacifier totalement une population qui est d'emblée considérée comme suspecte. Les populations juives et les potentiels soutiens du pouvoir soviétique. Ce qui explique d'ailleurs ces massacres très précoces dès les premiers jours de l'invasion, c'est que les armées allemandes, et notamment la SS et ses bataillons, ces Einsatzgruppen, ces bataillons mobiles, se mettent en chasse littéralement des populations qui jugent parmi les plus suspectes. Et systématiquement, dans ces populations suspectes, se trouvent des hommes juifs en âge de porter les armes. Et dans un certain nombre de cas, dans un premier temps sporadique puis très rapidement généralisé, dans ces groupes d'hommes se situent aussi des femmes, des enfants, des vieillards, c'est-à-dire une politique, on arrête de passer d'une politique de pacification d'un territoire en temps de guerre, qui est déjà une politique digne d'un crime de guerre, faut le souligner, à une politique génocidaire, là, très explicite. Et ces massacres par balles se commettent à l'intérieur des villages, à leurs frontières. Alors, ils se commettent généralement effectivement en périphérie des bourgades, des villages, mais aussi des grandes villes. Le cas le plus emblématique, évidemment, celui de la périphérie de Kiev avec le grand massacre de Babi Yar à la fin septembre 1941, mais un peu partout en réalité en Ukraine, on trouve ces cas de massacres généralement situés en périphérie. Malgré tout, il y a un point, et qui est d'ailleurs très bien montré dans le film, qu'on voit, ce sont aussi des cas d'environ 200 pogroms qui sont perpétrés, notamment en Ukraine occidentale, dans les premiers jours de l'invasion. Où là, ce ne sont pas des massacres organisés par les Einsatzgruppen ou par l'armée et des supplétifs locaux, mais des massacres auxquels participent très largement la population locale et notamment des militants nationalistes ukrainiens, de l'organisation des nationalistes ukrainiens, l'OUN, qui profitent de cette façon de l'invasion pour pousser un agenda politique notoirement antisémite. Bon, alors ce film a été tourné en Ukraine. D'abord peut-être une question avant de passer aux suivantes. Comment va l'équipe ? Alors l'équipe va évidemment moyennement bien. Je rentre pas trop dans le détail parce que si je suis évidemment en contact avec beaucoup de mes anciens collègues, camarades de plateau, ils sont pour certains rentrés dans la défense territoriale, donc qui est une unité de l'armée en fait. Maintenant en tout cas assimilée à l'armée ukrainienne sur place.
C'est vrai qu'une guerre, c'est finalement peu de combattants, c'est surtout beaucoup de logistique. Et les métiers de cinéma sont des métiers qui sont intéressants pour l'armée, puisque c'est aussi beaucoup de gestion, c'est donc beaucoup d'entre eux sont rentrés immédiatement dans la défense territoriale. Et comment va le décor, hein? Alors, vous aviez quand même reconstruit ou construit, oui, je ne sais alors pas exactement. on a tourné à une heure au nord de Kiev, donc au bord de ce qu'on appelle la mer kievienne. Enfin, c'est cette espèce de lac artificiel géant juste à la sortie de Kiev. On avait reconstruit un village, un shtetl, donc entièrement en bois, donc une trentaine de maisons qu'on a patiemment construit pendant des mois, avec une synagogue entièrement peinte à la main, qu'on a décoré pendant aussi là de nombreuses semaines. On sait que le shtetl construit ou reconstruit par nous a été pris entre deux feux. Ce sont vraiment des combats extrêmement violents, et il est impossible en fait d'accéder au décor aujourd'hui puisque toute la zone a été minée. Les ponts en partie ont été détruits, donc c'est très compliqué d'accès. On ne sait pas en fait véritablement ce qui s'est passé. On présuppose que ça a servi à un moment de station pour une unité de tank. D'accord. Peut-être. Il y avait je sais que vous aviez l'idée au départ de faire de ce village un musée. Alors c'était pas véritablement mon idée, mais c'était une idée des producteurs de pérenniser en fait effectivement ce lieu qui était assez magique puisqu'il était en pleine forêt, reconstruit à partir en plus de véritables isbas, etc. Donc on avait trouvé en Ukraine de véritables maisons voilà, donc certaines étaient construites, d'autres étaient réinstallées. Détruire ça me paraissait, passez-moi l'expression, pas très cachère, donc on voulait pas détruire en particulier la synagogue, qui était donc l'idée, c'est très vite transformée en un lieu pédagogique ouvert, et notre volonté, en tout cas, c'était de l'ouvrir aux Ukrainiens et en particulier à la jeunesse ukrainienne. On voulait pas tellement faire un lieu communautaire, c'est-à-dire prisé par exemple par les touristes américains, etc., qui peuvent être là aussi en Ukraine. Bien sûr, ils y auraient eu accès, mais l'idée c'était plutôt d'en faire un lieu pédagogique à destination de la jeunesse ukrainienne, en particulier des collégiens et des lycéens. Et donc ça aurait pu servir d'objet mémoriel. Par rapport à la recréation du shtetl, du mode de vie et des questions, et notamment politiques, qui traversent les communautés juives de l'époque, vous avez vu le film aussi, Tal? Alors, Tal a travaillé sur le film puisqu'il a, voilà, donc je te laisse expliquer, mais c'est vrai qu'il a dirigé ou mis en scène plus exactement toutes les petites voix du shtetl, donc en fait tous les gens qu'on entend parler yiddish à l'arrière, toutes ces petites lignes de dialogue, près d'une centaine que j'avais écrites et qu'il a les bruits de fond, de conversation de fond. La voix du shtetl, la musique du shtetl, puisque je voulais que même les petites voix qu'on entend à l'arrière-plan soient évidemment en yiddish, parfois en ukrainien, mais voilà, et c'est Tal qui les a dirigés. Donc, vous fait le chef d'orchestre voilà. Des conversations qui ont rendu la chef d'orchestre yiddishiste, voilà. Heimish. Alors, par rapport à cette vie juive, qu'est-ce que vous avez trouvé intéressant particulièrement dans ce film, peut-être qui est assez démonstratif par certains aspects. Alors, je trouvais la démarche super intéressante. L'idée de vraiment de recréer, de reconstruire, c'est-à-dire au lieu d'utiliser déjà des lieux existants, des traces peut-être qui existent ici et par là, de recréer tout. Et cela est très intéressant aussi d'un point de vue linguistique. Là, c'était pas à 100% le cas parce que vous avez quand même trouvé quelques acteurs yiddishophones. Alors là, c'était pas la reconstruction linguistique pure et dure, mais je pense que la plupart des acteurs qui jouent ne sont pas des yiddishophones, c'est-à-dire je parle pas même de locuteurs de langue maternelle, mais c'est les gens qui ne maîtrisent pas du tout la langue. Et certains sont ukrainiens, je crois.
Oui, certains sont ukrainiens et on a fait tout un travail effectivement d'apprentissage du texte des comédiens en yiddish. Et ça, Et c'est on reviendra dessus. c'est une démarche qui a été déjà faite par d'autres. Par exemple, les acteurs principaux un orthodoxe de Netflix ne parlent pas non plus yiddish. Et il y a plus longtemps, il y a eu un film qui évoque, auquel le vôtre fait penser, Moi, Yvan, toi, Abraham, qui est aussi un très beau film dans un village complètement recréé. Tout à fait, qui était d'ailleurs une influence, entre guillemets. J'avais vu ce film il y a très longtemps. J'ai d'ailleurs cité Yolande Zoberman dans mes remerciements de fin, puisque effectivement c'est un film qui m'avait beaucoup touché quand je l'avais vu. Mais ce que je trouve intéressant, c'est aussi le fait qu'il y avait aussi tout un apprentissage, pas seulement du yiddish, mais aussi de l'ukrainien. Et ça, c'est un choix très, très malin, c'est-à-dire de montrer que un juif, à l'époque, était jamais monolinguiste. Oui, il y avait un juif vivait entre deux langues, toujours. Au minimum. Au minimum. Entre les langues, je dis. Oui, Exactement. Plusieurs langues. Et dans le film, on voit effectivement, même les acteurs principaux qui parlent yiddish, principalement, parlent aussi ukrainien. Mais c'est l'acteur principal, par exemple, qui parle yiddish de chez lui. Oui. À l'origine. Il a dû apprendre l'ukrainien. Il a dû apprendre l'ukrainien. Voilà, c'est ça que je trouvais super intéressant et très émouvant. Et c'est une approche aussi peu réducteur et très respectueux de la vie polylinguistique. Il y a eu un phénomène assez stimulant et assez beau finalement j'allais dire pas seulement de réappropriation de la langue, mais de réinvention de la langue aussi, in situ dans le décor, qui est tout d'un coup, le shtetl prenait vie vraiment. Parce que tout d'un coup, on entendait le yiddish toute la journée dans ce village qu'on avait. Donc, même si le cinéma sauve absolument personne, et je suis absolument pas dans la mythologie que le cinéma sauve les gens, le cinéma ressuscite les morts, non. Ça a d'ailleurs été un poids psychologique un peu lourd à porter par moment. C'est-à-dire qu'on sait très bien que on est dans la fiction. On sait très bien qu'on n'a pas fait remonter les gens ni de Babillard, ni de n'importe où. C'est-à-dire, on sait que les gens sont morts, ils sont disparus. Mais il y avait comme ça des moments ou des journées qui étaient un peu magiques, où tout d'un coup, on entendait le yiddish dans la forêt, partout, en particulier pendant la répétition. Et jour après jour, la langue s'installait dans les murs, j'allais dire, et donc il se passait ce phénomène très étrange pas juste encore une fois de réappropriation, mais de réinvention, parce que le yiddish, c'est aussi beaucoup ça. Et moi, je l'ai vu avec les acteurs et les coachs et les gens qui travaillaient sur la langue, que vraiment c'était toujours aussi presque une réinvention permanente. C'est une langue qui se prête aussi beaucoup à ça. Donc c'était intéressant de voir comment tout d'un coup elle existait, pas seulement dans le passé, mais aussi dans le présent. Et avec des acteurs yiddish. C'est une langue vivante, en vérité. C'est ça que j'essaie de dire un peu de manière compliquée, mais c'est une langue vivante. Moi, je l'ai vue et vécue et travaillé comme une langue vivante, pas comme la langue des disparus. C'est un yiddish quand même un peu par moment moderne aussi, c'est-à-dire ça c'était l'autre enjeu du film. Je parlais d'une minute de ça, mais on voulait pas que ce soit le yiddish entre guillemets de ce qu'on appelle les litvak, enfin c'est-à-dire le yiddish un peu religieux, c'est-à-dire le yiddish qu'on apprend dans les c'est beaucoup ça qui a été religieux au sens de standard. De standard, voilà, exactement. Bah c'est celui que certaines personnes apprennent, ou c'est celui avec lequel ils vivent, en particulier dans les yeshivot et tout ça, mais là on voulait retrouver un yiddish populaire. Donc et moi le plus beau compliment qu'on m'a fait sur le film, c'est une dame qui s'appelle Alice, qui a vu le film et qui m'a dit mais c'est le yiddish de mes grands-parents. C'est le vrai yiddish, elle a dit. Par rapport à ces relations entre juifs et ukrainiens qu'on a commencé à évoquer, on a l'image de mauvaises relations entre les juifs et les ukrainiens pendant très longtemps, peut-être jusqu'à aujourd'hui. Quoique le président, on le sait, ukrainien actuel est un juif soviétique tout à fait classique. C'est une très bonne question. Les réponses sont multiples. Il faut surtout éviter d'être simpliste. Il y a un écrivain qui décrit ces relations de manière extrêmement juste, c'est Aaron Appelfeld. Alors parce qu'effectivement, il va faire toute une série de livres qui montrent que les relations sont complexes. Elles sont difficiles à résumer. C'est-à-dire, moi, je voulais surtout pas tomber dans l'écueil. Les Ukrainiens sont méchants. De mon point de vue, il y a une image extrêmement négative de ces relations,
qui correspondent à un fait historique extrêmement précis, qui est le pogrom en fait de 1905, puisque à Odessa, puisque les Américains, les Juifs américains en particulier, qui sont arrivés aux États-Unis dans la foulée ou suite à ce pogrom, sont venus avec évidemment à juste titre un souvenir épouvantable en fait de ce qui s'était passé dans ce qui est toujours l'Ukraine actuelle. Donc Odessa est une ville ukrainienne. Non mais bon, et effectivement ils avaient emmené avec eux ce souvenir-là, qui a, je vais dire, aussi un peu fossilisé peut-être la vision, en tout cas en Amérique outre-Atlantique. Après, d'un point de vue historique et dans la vie de tous les jours, Rachel Hertel en parle aussi assez bien. C'est aussi le cas avec les Polonais d'ailleurs, hein, soit dit en passant. Les relations sont complexes. Elles sont faites de plein de choses. C'est-à-dire, sont comme quand vous voyez votre voisin tous les jours. C'est-à-dire, on ne peut pas les réduire à de l'antisémitisme violent et virulent d'un côté et une peur panique de l'autre. Non, c'est des relations qui sont effectivement très riches, avec des choses extrêmement négatives, des choses aussi positives, des histoires d'amitié, des histoires d'amour. Encore une fois, Appelfeld, il en parle extrêmement bien. C'est son histoire aussi quand il montre ou quand il évoque ses parents qui parlent les Ukrainiens. C'est aussi toujours, j'allais dire, subtil. C'est jamais et il me tenait à cœur de montrer ça dans le film. D'ailleurs, c'est vrai que c'est une histoire universelle que je raconte dans le film. On a beaucoup parlé effectivement de la Shoah, mais c'est vrai que c'est d'abord l'histoire d'un jeune garçon qui vient empêcher un chidour, donc un mariage arrangé, et donc il vient récupérer son amour d'adolescence lors d'une permission, et son meilleur ami est un Ukrainien, donc un Ukrainien qui d'ailleurs, comme Tal vient de l'évoquer, sait tout à fait s'exprimer en yiddish ou le comprend parfaitement, ce qui était le cas de la majorité en fait des paysans d'ailleurs qui commerçaient avec les Juifs dans les shtetl. Oui, ça c'est une histoire d'ailleurs assez étonnante. Les shtetl n'étant pas, contrairement à ce que les gens pensent, des villages exclusivement juifs. Les shtetl sont des villages à majorité juive, ce qui veut dire que beaucoup de gens ne sont pas juifs en fait dans les shtetl. J'aimerais ajouter quelque chose. Et vous avez évoqué très souvent pendant la conversation le mot Shoah, Shoah par balle, Shoah, etc. Je pense que c'est une belle occasion parce qu'on parle d'un film qui met en évidence et le yiddish et qui fait tout l'honneur à cette langue d'utiliser le nom yiddish de génocide, le Khurm, exactement, le nom qui a été utilisé par les personnes qui l'ont touché. Les personnes, voilà, 5 de 6 millions de victimes de ce génocide étaient yiddishophones. Mot qui a été oublié d'ailleurs, soit dit en passant, presque oublié. Alors c'est une belle occasion et dont la signification exacte est la destruction. C'est la destruction. Et là, avec une référence à la destruction du temple. Premier temple, deuxième temple, et comme ça, la vie, la civilisation ashkénaze en Europe est en fait comparée à une sorte de troisième temple. Donc la destruction, c'est pas une destruction petite, mais une civilisation. C'est l'inscription dans un cycle d'histoire juive. Exactement. Et je voulais aussi évoquer ça pour mentionner un peu, si je peux prendre un peu avec raison, il me semble. Non, parce que je suis là, je ne suis pas ici en tant qu'historien, mais quand même. Et quand on parle des relations juives et ukrainiennes, je pense qu'à l'époque, le Khurm, avant le Khurm, c'est-à-dire ce qui était vraiment le génocide dans les esprits des Juifs au monde entier, c'était les pogroms de 1917 jusqu'à 1920-21 peut-être. Et vous pouvez élaborer plus que moi, mais c'est-à-dire les pogroms en Ukraine, c'est pas par hasard qu'on parle des relations tendues entre les Juifs et les Ukrainiens. Oui, absolument. Je crois qu'il faut qu'on fasse un point. Le seul autre candidat possible pour un massacre encore plus grand, quand je dis grand, ça veut dire autour de 100 jusqu'à 300 000 victimes. 200 000, oui. 200, voilà, vous voilà. Peut-être l'autre antécédent, c'est peut-être le pogrom de Khmelnytsky à XVIIe siècle, encore le même territoire en Ukraine. Peut-être. Il faut absolument qu'on réexplique, voilà. qu'on revienne un petit peu en arrière et qu'on explique ce qu'il en est de ces relations entre les Juifs et les Ukrainiens et entre les Juifs et le nationalisme ukrainien
qui puise ses sources effectivement dans toute une histoire marquée par la présence des Cosaques et par les massacres de Khmelnytsky, de mémoire honni pour les Juifs et père du nationalisme ukrainien, héros en tout cas de ce Ça, c'est plus nationalisme. compliqué, mais au moins... Parce qu'on peut juste rappeler au moins ce que c'est, Alors, de quoi oui. il s'agit. Vraiment très vite. Effectivement, les grands massacres de Khmelnytsky au XVIIe siècle, qui sont au moment de cette grande insurrection cosaque contre le pouvoir polonais, qui visent, au moment de cette insurrection, y compris ceux qui sont perçus à l'époque, souvent à tort, mais malgré tout, comme les principaux soutiens du pouvoir polonais dans ces terres cosaques et ukrainiennes, c'est-à-dire les Juifs. Et alors, il y a des vastes débats sur les chiffres de ces massacres du XVIIe siècle. Ce sont au moins plusieurs dizaines de milliers de victimes, pour donner un ordre de grandeur, mais c'est surtout effectivement une mémoire qui reste extrêmement vive jusqu'au XXe siècle. Mais peut-être que pour les personnages du film, voilà, pour ces personnages du XXe siècle, c'est effectivement plutôt les pogroms de la période révolutionnaire ou des périodes précédentes qui sont en mémoire, et c'est vrai qu'ils sont évoqués un peu je trouve que c'est d'ailleurs très fin dans le film, un peu en toile de fond, puisque il y a quand même, depuis la fin du XIXe siècle en Ukraine, une forme de radicalisation de la violence antisémite. Une première vague de pogroms en 1881, qui d'une certaine façon marque le début. Autour de 1905 avec le pogrom d'Odessa, mais déjà 400 pogroms en Ukraine qui font 4500 victimes, c'est-à-dire assez limité de victimes, mais qui malgré tout sont en train de se répandre sur tout le territoire. Et effectivement, la période révolutionnaire, qui là marque un vrai palier dans le massacre, où notamment les armées nationalistes ukrainiennes et plus généralement les insurrections paysannes ukrainiennes se rendent coupables. Alors, au moins de 400 à 500 pogroms, là beaucoup plus meurtriers, puisque effectivement ce sont 100 000 juifs qui sont victimes directement des massacres, 100 000 femmes qui sont violées au cours de ces pogroms, des violences sexuelles extrêmement répandues, et 100 000 autres victimes dues aux épidémies, à des pratiques qui sont assez proches du nettoyage ethnique. Et quand les Allemands envahissent l'Union soviétique et entrent dans ce territoire ukrainien, ce que vous expliquiez tout à l'heure, c'est qu'ils commencent par vouloir neutraliser des éléments politiques qui leur seraient les plus défavorables. Donc, parmi les communistes, les soutiens de la République soviétique, et parmi eux, les Juifs sont considérés comme particulièrement dangereux. C'était un fait, ça ? Oui, c'est vraiment cette cristallisation du mythe judéo-bolchevique, voilà, qui allie menace politique et en même temps, dans la façon de penser nazie, un groupe racial, qui vraiment, d'emblée, radicalise très largement la violence et ouvre sur des massacres de masse dès les premiers jours. Oui, je rebondis juste sur, c'est tout à fait évidemment juste, mais moi j'avais connaissance en particulier de l'histoire d'un village qui s'appelle Sokal, qui a vécu tout de suite un massacre, c'est-à-dire on parle d'une dizaine de personnes, c'est peut-être 13 personnes, je crois, de tête, qui ont été assassinées par la Wehrmacht immédiatement, c'est-à-dire en fait dès l'arrivée de cette 17e armée de la Wehrmacht dans le village. Donc, sans parler effectivement de systématisme celui qu'on va trouver dès qu'on évoque la Shoah par balle, etc., on est effectivement tout de suite dans la haine meurtrière, j'allais dire, la plus idéologique qui soit. Liée à la lutte contre le communisme. Alors, on voit dans le film, je veux pas trop raconter effectivement la fin, puisqu'encore une fois, elle ne résume pas tellement le film en lui-même, mais bien sûr, elle en est la conclusion tragique, puisque c'est la destinée des shtetl que d'avoir vécu cela. Mais on voit effectivement tomber entre les mains des Allemands les chassidim d'un côté, et tout de suite, puisqu'ils représentent, et de l'autre, les commissaires politiques du NKVD, donc enfin les commissaires politiques de l'armée soviétique. C'est intéressant que vous mentionniez ce cas de Sokal, qui est finalement presque une exception dans ces pogroms et ces violences des premiers jours de l'invasion de juin 1941, puisque d'une certaine façon, souvent, justement, ces nationalistes ukrainiens jouent un rôle clé, alors soit en instigant la violence, soit en servant de supplétifs sur place, puisque d'une part, ils connaissent mieux le terrain, ils connaissent la langue, ils arrivent mieux à identifier aussi les potentielles cibles de cette violence antisémite. Et dans le cas de Sokal, finalement, c'est presque une exception, puisque c'est d'une part l'armée, non pas des SS ou des nationalistes qui est à la manœuvre, et par ailleurs, ces nationalistes sont absents, mais ce qui est effectivement le cas à Sokal en 1941. Peut-être que là, tout à fait consciemment, j'avais aussi un peu envie de parler de la Wehrmacht, c'est-à-dire qui est souvent laissée de côté, pour répondre
à ta question, c'est-à-dire qu'effectivement, on parle beaucoup des nationalistes ukrainiens. Je tiens quand même à dire qu'il y a eu des millions d'Ukrainiens dans l'armée rouge. Quand même, c'est très très important de le rappeler parce que il y a une forme de focalisation sur les nationalistes ukrainiens qui est tout à fait légitime. Je suis pas du tout en train de dire que il s'agit pas de faire évidemment du révisionnisme historique. Évidemment, et il a été odieux. Enfin, c'est combien nocif, en particulier dans les centres urbains, puisque Loun était très présent dans les grandes villes ukrainiennes et ça a été absolument monstrueux. Mais il faut aussi rendre hommage entre guillemets ou justice à ces millions de soldats, à ces millions de soldats ukrainiens et pour qui c'était compliqué en plus donc d'être dans l'armée rouge avec de l'autre côté l'armée nazie. Und der Mine, wie wird man kämpfen gegen die Quakers? Mit Kino, mit Bubbenmeisters? Wie wird sich jetzt leben? Prächtig. Grandios. Щасливе життя. Est-ce qu'il y a encore, quand même, dans le nationalisme ukrainien actuel, je ne sais pas si vous pouvez répondre, une mémoire de Bandera, Oui, il y en a. Oui. Il y en a. Alors, il y a deux choses. D'une part, il y a C'est une frange très minoritaire extrême, qui se présentent vraiment comme les héritiers de Bandera, ultranationalistes, ethno-nationalistes, xénophobes, souvent avec des relents antisémites assez notoires, qui sont quand même très minoritaires. Il y a, ce qui est plus problématique, une récupération des symboles, c'est-à-dire pas nécessairement d'adhésion au programme politique ultranationaliste, mais une reprise des symboles, qu'on pense au drapeau rouge et noir de l'armée insurrectionnelle ukrainienne, de la figure même de Bandera, qui quand même aujourd'hui a son nom associé à tout un tas de plaques de rue, de statues qui ont quand même été érigées, une forme de réhabilitation de ces nationalistes ukrainiens, qui pose problème, mais qui est plus, de mon point de vue en tout cas, une récupération des symboles, du nationalisme et de la lutte contre l'Union soviétique, donc de symboles de l'indépendance, beaucoup plus qu'une reprise stricto sensu du programme politique ultra-radical. Mais qui sert en quelque sorte, ou qui est mise en avant côté russe, dans la lutte contre justement ces crypto-fascistes. Oui, même si c'est-à-dire de faire des Ukrainiens d'aujourd'hui les héritiers des nationalistes et des nazis, ou les héritiers en tout cas d'une pensée nazi ou collaborationniste, effectivement, c'est passé aussi sous silence ces millions d'Ukrainiens qui ont servi sous l'uniforme de l'armée rouge, et c'est certainement une des dimensions les plus tristes d'ailleurs de l'instrumentalisation, c'est que une forme de disparition dans une béance, dans un trou noir de tous ces Ukrainiens qui sont morts sous l'uniforme de l'armée rouge. Alors, parmi les Ukrainiens enrôlés dans l'armée rouge, il y a eu aussi beaucoup de juifs. J'aimerais qu'on parle maintenant de ce que c'est qu'un juif soviétique. Et peut-être qu'on s'intéresse à la question qu'on a évoquée tout à l'heure de la langue et de ce qu'est devenu le yiddish en Union soviétique. D'abord, un juif soviétique, on se rend, je crois, pas très bien compte en France de ce que c'est. Qu'est-ce que ça a été au fil des années jusqu'à maintenant? Parce que le président actuel est aussi un juif soviétique. Bah justement, un juif soviétique, disons dans les années 80, c'est quelqu'un qui est très proche de Volodymyr Zelensky, c'est-à-dire quelqu'un qui a arrêté de parler le yiddish, qui généralement ne pratique plus la religion, qui a toujours ce qu'on appelle donc dans le contexte soviétique la nationalité juive, c'est-à-dire l'appartenance ethnique qui est présente sur les papiers d'identité, et qui a été recensé pour la dernière fois en Ukraine au début des années 2000, donc jusqu'à encore assez récemment. Mais c'est une population qui a finalement assez peu de rapport avec ce qu'elle était, y compris dans le film, pendant l'entre-deux-guerres. Peut-être on peut préciser qu'il y a une différence entre la citoyenneté, qui est russe ou ukrainienne, et la nationalité, qui, elle, peut être tatare, juive, tout à fait. etc. Tal, tu pourras peut-être en dire un mot. C'est vrai que juste pour introduire, peut-être ça serait intéressant d'avoir ton point de vue là-dessus. C'est vrai que mon personnage, le personnage principal de l'histoire que je raconte est un officier, un jeune officier en fait en vérité de l'armée rouge, qui est en permission, donc qui travaille à Kiev pour le cinéma des armées, enfin en l'occurrence, et il revient en permission dans son village. Et j'allais dire, ce serait intéressant d'avoir ton point de vue.
c'est un juif entre deux mondes. C'est-à-dire, en fait, c'est quelque chose que j'essaye de montrer du mieux possible. Parce que dans le film, c'est vrai qu'entre le monde des pères, qui est un monde encore, qui est le monde du cheder, qui est le monde de la yeshiva, qui est le monde finalement de l'étude et de la tradition, et d'ailleurs plus de la tradition que de l'étude finalement presque. Puisque tout le monde ne peut pas être un grand étudiant, donc c'est compliqué là aussi. Les moyens économiques en particulier étant extrêmement faibles, ce serait intéressant d'ailleurs de parler aussi de ça, c'est-à-dire de la violence de classe qui existait aussi dans le monde religieux, enfin oui, la violence est omniprésente dans le film, oui. chez les pères chassidim, chez les Russes soviétiques, les commissaires du peuple qui sont présents. Alors, donc c'est effectivement donc et plus tard chez les Allemands. Voilà, et donc ce personnage est pris entre le monde des pères et puis le monde à venir, qui est cette Union soviétique, qu'il faut quand même le rappeler. Ça aussi, je le montre sans phare dans le film, a incarné à un moment aussi où a pu incarner une forme de libération ou par le fait qu'on partait vers les centres urbains, pas tellement d'ailleurs par adhésion aux principes idéologiques, parce que ça permettait finalement de sortir du village pour découvrir la ville. Enfin, tu me corriges si je me trompe, vous me corrigez, pardon si je me trompe, mais c'est-à-dire de sortir effectivement d'un monde très... et c'est le cas aussi pour ce paysan ukrainien, ce fils de paysan ukrainien plus exactement, qui lui aussi est pris entre deux mondes, et qu'on voit quitter finalement le monde agricole, qui est en plus un monde très détruit, très bouleversé par la collectivisation, etc., pour se diriger vers un futur plus désirable, qui est le monde des villes, qui était finalement le monde promis, j'allais dire, par l'Union soviétique quand même. Mais c'est des gens à la fois entre deux langues. Alors il y a quand même une jeune femme qui est extrêmement présente aussi dans ce film-là, qui est le co-personnage principal, puisque c'est donc ce personnage de femme, Yuna, avec Mendeleu et Demian, l'Ukrainien, qui partagent tous les trois. Elle est évidemment, elle voit aussi dans l'Union soviétique une possibilité de se libérer du poids extrêmement violent parfois des hommes. Je veux dire, ça c'est un truc que j'ai montré aussi dans le film sans difficulté d'ailleurs, parce que il fallait le montrer. Et donc c'est vrai que l'Union soviétique, à cet égard, proposait aussi pour les jeunes femmes un modèle émancipateur. Enfin, qu'est-ce que... Oui, en fait, ce topos-là dans le film touche un topos culturel et littéraire et déjà très ancien, en fait, dans la littérature et la culture juive. En fait, tu viens de définir la modernité juive. Cette demande, cet ancien entre bourgade, ville, tradition et nouveauté, science et non-juive. Et l'assimilation, bien sûr. L'assimilation, la question de langue, voilà, et des parents vis-à-vis, et le foyer des parents vis-à-vis et la société non-juive. Et je trouve que, en fait, on peut dire que c'est même un peu ce personnage, le personnage principal qui est à la fois attiré par la grande ville, par un nouveau art, par le cinéma, mais à la fois il est attiré toujours de revenir vers la bourgade. En fait, ça c'est déjà assez ancien, c'est-à-dire il faut pas aller à 1942 pour avoir ce type de tension. C'est déjà fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Oui, dans les écrits de Sholem Aleichem par exemple, c'est effectivement très présent. Dans la littérature yiddish et aussi hébraïque classique, et même on peut aller plus en amont, et je pense aux figures comme Solomon Maimon et la première autobiographie moderne qui est construite selon l'autobiographie de la confession de Rousseau. C'est exactement ça, cette attirance vers la grande ville, Berlin, vis-à-vis la bourgade et la famille traditionnelle. Et ça, c'est fin 18e siècle déjà. À cette époque-là, et déjà à partir des années 20, disons, mais déjà, bien sûr aussi les années 30 et 40, là, on est déjà dans un nouveau moment dans l'histoire juive où le jeune État soviétique, aussi la jeune République ukrainienne qui est née en 1917, et en fait propose à la culture yiddish quelque chose de sans précédent, de l'argent d'État pour construire une culture
moderne, Avec des avant-gardiste. écoles. Les écoles, les maisons d'édition, Et des écoles détachées de la religion et pourtant nationalement juives avec une langue juive. Tout à fait, tout à fait. Et là, vraiment, c'est déjà c'est-à-dire, il y a une promesse énorme et d'une modernité juive, pas seulement aux marges de la société, mais soutenue par l'État. Une promesse qui, finalement, a été trahie. Et d'ailleurs, c'est vrai que qu'est-ce que c'est qu'un juif soviétique? C'est une bonne question parce que il y avait aussi différents agendas et que, par exemple, c'est sûr qu'au moment de la soviétisation, par exemple, de l'Ukraine, le personnage effectivement principal qui lui adhère d'une certaine manière à ce modèle, j'allais dire urbain qu'on lui promet, la modernité, comme tu l'évoques. Il y a en même temps d'autres couleurs ou d'autres agendas politiques. Il va avoir par exemple des juifs à passeport soviétique, j'allais dire, qui eux sont sionistes par exemple et qui vont se retrouver très vite déportés dans les goulags les plus lointains, en particulier en Sibérie. Il y a aussi dans ces juifs réfugiés de Pologne que vous évoquiez effectivement des gens sionistes qui vont se retrouver là eux aussi, qui n'ont pas du tout le même agenda politique, qui n'adhèrent absolument pas à la proposition soviétique. Ça va être le cas de quelqu'un comme Menachem Begin, par exemple, qui va se retrouver déporté par les commissaires politiques soviétiques, je ne sais plus où, en Sibérie, ce qui va paradoxalement lui sauver la vie. Tandis que tout le reste de sa famille sera... Et on n'avait même pas besoin d'être aussi engagé que Begin pour être... Non, mais les sionistes à l'époque peuvent être quand même assez militants. C'est-à-dire, en fait, ils sont parfois très ils sont d'ailleurs souvent très, très organisés. Ils ont une pratique aussi de la clandestinité. Et il y a aussi déjà toutes sortes de sionistes, par ailleurs, puisque tout le monde... Oui, alors pour les soviétiques, il faudrait avoir l'avis d'un historien, mais c'est vrai qu'un sioniste, à mon avis, je ne sais pas s'ils font exactement la différence entre la Shomer Hatzair et le Dror, ou je sais pas, mais c'est une différence qui existait. Oui. Pour les gens qui appartenaient à l'un ou à l'autre de ces courants. Oui, ou les militants de Jabotinsky. Je ne sais pas s'ils faisaient vraiment la différence, mais... Oui, ils font tout de même la différence avec des militants sionistes qui peuvent être héritiers des courants socialistes. Le Poletsion en est un, qui ont été, au moins, dans les années 30, c'est moins vrai, mais au moins dans les années révolutionnaires, les années 20, pour certaines fractions d'entre eux, des soutiens des socialistes. Mais à partir des années 30-40, il me semble que ça devient... Voilà, les choses changent quand même radicalement à la fin des années 40 avec la création de l'État d'Israël, où là, vraiment, le sionisme, quelle que soit sa couleur, et même y compris parfois avec une acception extrêmement large de la notion de sionisme, devient une cible politique pour le pouvoir. Et c'est une tendance qui a amorcé déjà dans les années 30, il me semble déjà. Oui, les sionistes, qu'on pourrait qualifier de droite pour aller très très vite, sont déjà ciblés au moment des opérations de la fin des années 30 par la police politique. Heb ma hand auf an Inserik noch der Zig. Und der Mamser, und der Apikores, und der Sowjet. Tata? Hast Sofkal Sov beschlossen, heimzukommen. Ich bin ein Filmregisseur. Mendele, bist dich a Kuchen und a Pikeyer. Da wo ich halt zurück von Lernen ein Blatt gemore. Ich will sich nur nicht übergeben in ganzen 10 Maße. Ich will erzählen verschiedene Maße. Rabbi. Verstehen kann ich, Mendel. Aber unnehmen kann ich nicht so glatt. In der Regel gehen Menschen weg in der Armee, die sind laufen in Kiew. Allemal. Die moderne Welt, der Kino, Gedenken der Mama. Sie wollte es gewollt. Mendele, ich soll nicht sein, will ich ewig sein mit dir. Sollst du es gedenken auf ewig. Die Menschen, die schlachten sich herum mit den zurissenden Kischkes. Menschen in anderen Städten werden verschwinden. Er sucht, dass die Leute haben sehen. Alors, est-ce qu'il a quand même existé une culture juive soviétique? Vous parliez quand même de la possibilité qu'il y a eu de créer une culture subventionnée par l'État. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette culture yiddish soviétique, du temps qu'elle a existé? Alors, quand tu as parlé du sujet juif soviétique, à cette époque-là, 42,
on pense tout de suite à Shlomo Michoels. Ça, c'est le représentant, Alors, en fait, quelques de la mots société sur ce juive soviétique. grand maître de l'avant-garde du théâtre juif soviétique. Voilà, le grand acteur, le grand metteur en scène de théâtre de l'État et juif de Moscou, qui en fait représente aussi, à ces années-là, juste après, en fait, l'invasion nazie, et il est envoyé pour un tournée aux deux Amériques et Angleterre pour motiver l'Occident d'aider à la lutte dans le comité antifasciste. Avec succès d'ailleurs, avec un succès considérable. Et en tant que le dirigeant ou le président plutôt du comité antifasciste et juif antifasciste qui a été fondé à cette époque-là et qui était complètement soutenu par l'Union soviétique. Tout à fait, soutenu et aussi fondé. Voilà, exact. Et ce qui est important, c'est que cet homme-là, c'était pas un politicien, c'était pas un écrivain ou je sais pas, c'était un acteur de l'avant-garde, un artiste du théâtre avant-garde et le plus moderne qu'on peut imaginer. Et en fait, on pense vraiment qu'on voit le personnage principal qui est plutôt intéressé par le cinéma. Michoels aussi a été super intéressé par le cinéma, il a participé aussi dans le cinéma soviétique. Et dans le film Yiddische Glicken 25 de Alexandre Granovsky, un grand film du cinéma yiddish soviétique, et l'acteur principal c'est Michoels. Et là vraiment, on voit vraiment la définition, disons, la définition de la culture juive soviétique à l'époque. C'est quoi? C'est le modernisme. Mais je voudrais quand même aussi dire, pour mettre en perspective un peu les choses, c'est qu'avant de parler de culture juive soviétique, il y a aussi une culture juive ukrainienne, c'est-à-dire spécifique parce que extrêmement importante. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on appelle la culture yiddish, en fait, en vérité, dans cet espace soviétique, avant l'arrivée avant la création de l'URSS, elle est essentiellement située, en particulier si on parle du théâtre juif, par exemple, elle est quand même vraiment située en Ukraine. C'est-à-dire que l'Ukraine est vraiment le bassin, j'allais dire, d'expérimentation du théâtre yiddish, de la littérature aussi quand même. Quand c'est pour ceux peut-être des spectateurs qui auront lu cet ouvrage qui s'appelle Royaume juif, qui a été édité dans la collection de bouquins, etc. On voit des gens comme Lamed Shapiro, etc. Tous ces gens-là, ce sont des très grands écrivains en vérité yiddish. En plus, on a la chance de pouvoir les lire en français. Moi, ils m'ont énormément nourri aussi, ces écrivains-là. Même si une partie d'entre eux est évidemment partie aux États-Unis, il y a contemporain de Sholem Aleichem, etc. Une grande partie de cette activité culturelle et de la culture juive d'ailleurs en général, la culture yiddish, qui se situe en Ukraine. Il y a eu dans la zone de résidence en général. Oui, ce qu'on appelle en anglais de Pale en fait, quoi. Il y avait vraiment ça, quoi, qui est vraiment cette zone de résidence. Parce que les Juifs n'avaient pas forcément le droit d'habiter plus à l'est en Russie. C'est vrai que Kiev, par exemple, on entend assez peu parler de Kiev comme d'une ville immensément juive. C'était une ville très juive, quoi, Kiev. Je veux dire, c'était une ville où il y avait une vie juive absolument dingue. Enfin, je veux dire, c'était énorme. Je sais pas, vous pouvez peut-être en dire un mot, mais c'est vrai que ça m'intéresserait d'ailleurs mais c'est vrai qu'on en parle peu et qu'il y avait enfin, on en parle moins que d'autres. On parle beaucoup de Varsovie, on parle beaucoup de, j'en sais rien, on parle de Cracovie, pourquoi est-ce qu'on mais parle Kiev, moins? c'est vraiment une ville juive raison. en partie aussi, mais c'est vrai que c'est une ville pleine de minorités et où effectivement les tensions comme les enrichissements existent. C'est vrai qu'il y a plein de tensions entre les Ukrainiens et les Polonais, d'ailleurs on le montre dans le film. Mais en tout cas, dans des villes comme Kiev, c'est vrai que la culture juive, elle est gigantesque. Oui, Kiev, de toute façon, au XXe siècle, c'est au moins un quart de la population qui est de nationalité juive, donc de citoyenneté soviétique, mais de nationalité juive. Et c'est par ailleurs, oui, un lieu d'expérimentation extrêmement vif, avec la Kulturligue, notamment pendant les années révolutionnaires, mais pendant près des instituts prolétariens de la langue, de l'art juif, de tout un tas de domaines de la vie culturelle qui sont montés, soutenus par l'État et animés par, effectivement, des militants juifs généralement yiddishisants. Je pense que si c'est passé aujourd'hui un peu dans l'oubli, c'est parce que c'est victime aussi du rejet plus général de, disons, la vie culturelle soviétique.
Et de la Shoah aussi, évidemment. Et de la Shoah, évidemment, et de la population qu'il a portée. Mais Varsovie, vous l'évoquiez, effectivement, cette vie culturelle juive à Varsovie est aujourd'hui très bien connue, beaucoup moins à Kiev. Je pense que ça tient essentiellement à ce rejet, oui, de la culture soviétique. Et ce qui fait que malgré tout, pour rebondir sur cette question de la culture, je pense qu'après la Seconde Guerre mondiale, elle a quand même beaucoup tendance à se replier sur la sphère familiale. C'est aussi peut-être pour ça qu'elle est moins visible qu'ailleurs, c'est qu'on continue parfois à parler le yiddish dans les bourgades, dans les villes, dans la cuisine, dans des petits cercles familiaux, malgré la destruction, la catastrophe. Mais bon, malgré tout, il y a effectivement beaucoup plus d'écoles en yiddish, aussi pour des questions politiques et de répression politique. Il y a beaucoup moins de littérature en yiddish. La presse yiddishisante est quand même réduite à sa portion congrue. Donc, voilà, un repli aussi sur des sphères finalement plus ou moins inaperçues, qu'on redécouvre un peu aujourd'hui par le témoignage, par des journaux, des mémoires, mais qui malgré tout finalement... Parce qu'en fait, c'est la fin des promesses nationalistes, d'une manière générale, en Union soviétique. Oui, effectivement, c'est effectivement des promesses trahies, hein, ça a été dit tout à l'heure. Ces promesses d'émancipation, on voit bien que évidemment, elles n'aboutissent pas. Ces promesses, compris de vie nationale, n'aboutissent pas non plus. Et notamment la deuxième phase du stalinisme, quand même une phase notamment en Ukraine, tout particulièrement en Ukraine, de russification, de glaciation, de certaine façon, dans une société quand même extrêmement tenue, extrêmement répressive, et où il n'y a plus beaucoup de place pour ce multilinguisme de l'entre-deux-guerres, pour cette pluralité politique, ça c'est évident. Et donc, effectivement, ce monde a quand même disparu, même si tout le monde n'a pas été exterminé. Merci beaucoup à tous les trois. Je pense que tout le monde pourra aller voir le film quand il sera en salle. Alors, ça, on ne sait pas encore exactement quand, mais c'est dans quelques mois. Pour l'instant, on peut déjà le voir peut-être dans certains festivals. Oui. Je rappelle que c'est un film qui a déjà, il y en a peut-être d'autres, eu le prix du public du festival de Rome. Dans vos actualités aux uns et aux autres, je signale à propos de Théâtre Yiddish une reprise du 8 au 12 février de la pièce Jacobson de Zeitlin, si je ne me trompe pas, au Théâtre de l'Opprimé à Paris, dans le 12e arrondissement. Voilà. Merci beaucoup à tous les trois. Merci. Au revoir. Merci, Macha.